Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va tester le Sunlu Filament Dryer, mais on va regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Alors qu'est-ce que c'est que le Sunlu Filament Dryer? Alors c'est tout simplement un boîtier qui va nous permettre de retirer l'humidité qui a pu être absorbée donc par une bobine avec le temps. Alors évidemment on parle bien de l'humidité présente dans l'air, et évidemment certaines régions vont avoir un taux d'humidité qui varie fortement déjà en fonction de la période de l'année et le fait qu'il pleuve ou le taux d'ensoleillement. Alors si vous avez un taux d'humidité dans l'air qui est important, je vous rassure, c'est pas rédhibitoire. Vous n'avez pas à déménager pour garder vos bobines dans un bon état et surtout dans le temps. Alors, comme vous l'aurez tout de suite compris, c'est surtout intéressant pour les bobines qui sont stockées à l'air libre et non dans des boîtes fermées avec éventuellement des petites billes de silice, voire un déshumidificateur dans la pièce. Alors, il faut admettre qu'un déshumidificateur, c'est un peu sortir le bazooka pour tuer une mouche, mais il n'y a pas à dire, ça reste quand même assez efficace, mais surtout donc dans une certaine limite de taux d'humidité, donc que pourrait absorber donc votre déshumidificateur sans avoir à rendre votre pièce totalement hermétique, parce qu'évidemment s'il y a des orifices ou quoi, de l'air qui peut circuler, l'humidité va pouvoir rentrer de nouveau et donc votre travail aura été un petit peu en vain pour sauvegarder vos bobines. Alors déjà, quels types de filaments sont les plus prédisposés à absorber donc l'humidité qui se trouve dans l'air? Alors déjà, on trouve tout ce qui est flexible, nylon, donc nylon, PVA, donc ceux qui sont solubles. Ensuite, on trouvera la catégorie d'ABS, ASA et le PETG. Enfin, le PLA est peut-être un des filaments les moins impactés, mais qui reste quand même impacté, surtout si on a des mélanges comme le PLA bois. Donc on va d'ailleurs tester dans cette vidéo. Alors il existe plein d'autres types de filaments, mais c'est sans doute les plus communs que j'ai listés. Donc comment savoir si votre filament a déjà des problèmes d'humidité? Donc déjà au son. Quand on écoute un filament sortir de la bûche chaude, on peut entendre des petits pic 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 pic. Donc je vais vous le faire écouter, vous allez voir, c'est quand même un son assez significatif qu'on entend assez régulièrement. Alors c'est l'eau présente dans les filaments qui fait ce bruit quand elle sort du filament, donc sous forme gazeuse, après avoir été chauffée dans la buse. Alors vous pouvez aussi remarquer en regardant la pression qu'on peut avoir comme des petits cheveux d'ange qui peuvent être liés à l'humidité, mais pas forcément que ça. Donc il faudra éventuellement regarder vos paramètres de rétractation et la température de chauffe de votre buse qui peuvent affecter justement ces petits cheveux d'ange. Alors on peut également remarquer des petites bulles donc, sur les impressions, soit sous forme de petits creux, soit sous forme de blob, donc un excès de matière. Donc en gros, ça peut se présenter un peu comme une sous- ou sur-extrusion en fonction des cas. Alors enfin, j'appellerais ça plutôt toucher. C'est dans le cas où on a un filament donc, qu'on prend et qui se casse vraiment de manière assez brutale. Donc ça peut être lié à l'humidité. Donc c'est que le plastique a perdu un petit peu comme en élasticité. Alors comment on peut faire pour retirer l'eau présente dans les bobines qui n'aurait pas été stockée correctement, donc c'est-à-dire dans un endroit sec? Donc le fait de chauffer l'air autour de la bobine, on va pouvoir faire monter en température le plastique progressivement et faire en sorte que l'eau s'évapore. Alors on va voir tout de suite, c'est pas une solution miracle, ce qu'il faut déjà c'est bien comprendre ce qui se passe derrière. Donc le filament qui a absorbé de l'eau peut être déjà déformé lors de l'absorption, mais aussi pendant le processus de déshumidification, parce qu'on va avoir l'eau qui va chauffer, donc qui va se dilater, et potentiellement donc augmenter le diamètre de votre filament, le déformer avant de pouvoir même sortir. Alors ce que je vous dis là, c'est ce que j'imagine qui peut se passer, j'ai pas forcément d'études scientifiques ou de rapports pour pouvoir le prouver, mais ça paraîtrait relativement logique. Donc si certains d'entre vous ont des éléments pour pouvoir le prouver, le contredire, ou même des compléments d'infos, ça m'intéresse et ça peut éventuellement intéresser aussi les autres, donc n'hésitez pas à en parler dans les commentaires si c'est le cas. Alors du coup, quelles sont les températures de chauffe qu'il va falloir prévoir d'appliquer donc sur notre filament et surtout pendant quelle durée? Et bien ça dépend globalement du type de filament qu'on va pouvoir utiliser et de la technique. Donc ici, on va parler uniquement de celui dans le cas où on va utiliser le filament dryer donc de chez Sunlu. Alors heureusement pour nous, on va pas avoir à tester et à chercher trop longtemps, au risque d'avoir des loupés, voire des bobines complètement foirées si elles sont trop chauffées d'ailleurs.
Alors si on parcourt les valeurs qui sont données par Sunlu, donc on peut voir la première catégorie donc qui concerne plutôt tout ce qui est PLA, donc il y a aussi le PVB, je ne connais pas. Donc la température qu'il prévoit c'est entre 45 et 50 degrés. Le temps de séchage c'est entre 3 et 6 heures pour l'ensemble des filaments qui sont proposés. Ils disent d'augmenter éventuellement d'1 heure la durée si jamais le filament est dans un environnement qui est plutôt humide et surtout que la température de la pièce est trop basse, donc pour pouvoir éventuellement prévoir une compensation de la température de chauffe qui ne sera pas forcément suffisante. Ensuite dans la deuxième catégorie, donc ABS, HIPS, PC, PAP, VA, ASA, ils disent entre 50 et 55 degrés. Enfin on a le PTG et le PTU qui sera plutôt entre 48 et 52, donc là ça devient vraiment très précis. Et enfin le PMMA qui sera entre 47 et 51, donc là également c'est une mesure très précise. Donc ils disent évidemment de garder votre filament bien enroulé avant de le mettre dans votre sécheur. Donc pour pouvoir utiliser le filament dryer c'est assez simple. On va pouvoir utiliser tout simplement le bouton de droite et le bouton de gauche pour monter et descendre la température. On reste appuyé sur le bouton de gauche pour pouvoir passer sur la sélection de la durée maximum d'utilisation donc du filament dryer. Au-delà de cette durée, donc il peut aller jusqu'à 24 heures, il va tout simplement s'arrêter, se mettre en veille. Et enfin, il faudra appuyer sur les boutons donc, pour pouvoir le rallumer. On reste ensuite appuyé une dernière fois donc, sur le bouton de gauche pour revenir sous la visualisation de la température actuelle, donc mesurée par le boîtier. Alors du coup, pour pouvoir tester ça, j'ai pris donc le boîtier avec une bobine de filament bois. Donc j'ai pesé avant et après. Donc déjà une mesure qui est, je pense, un peu foireuse au début. Parce qu'on a simplement le poids de la bobine qui augmente avec le temps, ce qui est un petit peu étonnant, parce que normalement on est censé retirer de l'eau, donc alléger la bobine et non la rendre plus lourde. Donc je pense qu'en fait j'ai tout simplement un petit souci sur la première mesure que j'ai faite avant de le mettre dans le boîtier. Qui est un peu dommage, parce que du coup je peux pas vraiment le refaire à moins de réhumidifier un petit peu ma bobine, ce qui est quand même un petit peu dommage. Et surtout on va pouvoir voir donc dans les tests que la bobine déjà prend du poids, ce qui est un peu étonnant, alors que quand je mesure le poids donc de la bobine avec le boîtier au fur et à mesure, elle a plutôt tendance à diminuer, même si les dernières mesures font que ça remonte. Je suis pas certain que ce soit forcément très précis ce que j'ai fait, surtout que c'est à 0,1 g près. Donc il suffit de bouger un petit peu, d'avoir, je sais pas moi, 3 cheveux qui tombent dessus et ça y est, on est déjà décalé. Donc ce qui est un petit peu dommage. Je suis pas sûr que les mesures soient forcément à prendre au pied de la lettre, c'est celle que j'ai faite, donc je vous les partage quand même. Ce serait un peu dommage que vous ne les ayez pas. Donc déjà par rapport à la température, donc on démarre une température qui est de 21,5 degrés, donc c'est normalement la température qui se trouve dans la pièce. Je pense qu'il faisait un petit peu plus frais, mais c'est pas forcément gênant. On a une température qui augmente assez rapidement à 36 degrés 4, 36 degrés 3, 37. Donc après on tourne vraiment aux alentours des 37 degrés pour l'ensemble de la chauffe, sachant que j'avais mis une température de 50 degrés et une durée qui devait être de 12 heures globalement. Donc on a un taux d'humidité qui au départ est de 61, il descend assez rapidement à 51, ensuite il remonte aux alentours des 52-53, donc ça reste le taux d'humidité qui est présent donc sur l'ensemble de la déshumidification. Par contre, on peut remarquer assez rapidement que quand j'ouvre donc le boîtier pour sortir la bobine pour pouvoir la peser, en fait le taux d'humidité chute assez drastiquement. Donc je pense que le problème c'est que l'humidité ne s'évacue pas forcément suffisamment bien par le petit orifice qui est prévu à cet effet. Je pense qu'il faudrait peut-être quasiment un ventilateur ou au moins un orifice plus important pour pouvoir extraire vraiment l'humidité. Donc un peu comme ce qui est fait dans les maisons actuellement, où on a la VMC qui vient tirer l'air et qui fait descendre donc le taux d'humidité dans la pièce. Donc principalement dans tout ce qui est salle de bain, éventuellement les toilettes. Donc le taux d'humidité pourra augmenter au fur et à mesure et éviter donc les moisissures dans la maison, ce qui est toujours quand même mieux. Donc je pense que c'est un principe qu'il faudra éventuellement tester sur ce boîtier, pas forcément faire un orifice, mais moins essayer de pomper l'humidité qui se trouve donc dans l'air ambiante du boîtier. Ensuite par rapport au poids, là je pense aussi que ma première mesure n'était pas forcément terrible, donc j'ai essayé vraiment de remettre à chaque fois le boîtier exactement au même endroit, parce que le problème c'est qu'en fait il faut que je soulève le boîtier, que j'initialise donc la balance qui se met à 0 et que je pose ensuite le boîtier, parce que si je le pose directement, il va me dire que le poids est 0, ce qui est juste pas ce que j'attends. Comme mesure. Donc je passe de 1837 au tout début à 1847.9 quasiment tout de suite après. Après du point 9 on descend à point 6, point 3, point 5, après ça remonte un petit peu, point 7, point 8,
Et enfin, la dernière mesure est à 47.1, ce qui me paraît un peu étonnant que ça descende et ensuite que ça remonte. Je pense que sur la fin, il y a peut-être aussi un petit souci. Mais globalement, essayer de mesurer la perte d'humidité dans le boîtier plus la bobine, je pense pas que ce soit le plus pertinent. Je pense qu'il aurait mieux fallu éventuellement essayer de mesurer la bobine au fur et à mesure, sauf que le problème c'est que si je la sors et que je l'ouvre, normalement je laisse de l'humidité revenir à l'intérieur, ce qui est un petit peu dommage. Sauf que quand on sort évidemment la bobine et qu'on referme donc le boîtier sans la bobine, en fait le taux d'humidité descend assez drastiquement et on descend facilement à 40% d'humidité, voire moins. Le moins que j'ai pu voir, je pense que c'est 34% après avoir justement ouvert le boîtier, où là l'humidité présente dans l'air ambiant du boîtier a pu s'évacuer et ça a descendu assez rapidement. Ensuite, par rapport à la consommation donc, du boîtier en termes d'électricité, ce que j'ai mesuré en moyenne, donc au fur et à mesure je l'ai mesuré, c'était 0,02 kWh. Donc ce qui fait qu'il faudrait la faire tourner 50 heures pour pouvoir consommer 1 kW. Donc 1 kW, ça dépend un peu de chez qui vous êtes, mais on peut globalement partir sur quasiment 16-18 centimes du kilowattheure. Donc ça veut dire qu'on peut la faire tourner pendant plus de 2 jours en continu avec les conditions donc, que j'ai actuellement dans la pièce, donc c'est-à-dire on va dire aux alentours des 20 degrés je pense, voire même un petit peu moins. On peut consommer donc uniquement 16 centimes d'électricité. Donc par mois ça fait pas énormément... combien? Je sais pas combien ça fait. Combien ça fait? 3 fois 8, hein, ça fait 2,40 €. À peu près 2,40 € par mois de consommation d'électricité. Bon, ça a un petit surcoût, mais c'est pas forcément phénoménal, sachant que c'est vraiment si on le fait tourner H24. Donc le mieux, c'est évidemment d'avoir le boîtier pour déshumidifier votre bobine avant impression et pouvoir le continuer pendant l'impression. Parce que le truc, c'est que je pense qu'en fait, l'humidité, qui est vraiment au cœur de la bobine, va vraiment avoir du mal à sortir, sachant qu'il y a toutes les couches, le boîtier donc, sur lequel est enroulée la bobine, l'humidité va avoir vraiment du mal à sortir. Donc en fait, on va surtout déshumidifier, je pense, la partie extérieure de la bobine plutôt qu'à réellement tout ce qui se trouve au cœur. Donc le déshumidifier au fur et à mesure, je pense que c'est vraiment pas une mauvaise idée. Donc essayez de déshumidifier tous les filaments donc, qui sont enroulés plutôt sur la partie extérieure et donc de pouvoir aller plus ou moins rapidement au centre, donc au fur et à mesure qu'on tire évidemment notre filament lors de notre impression. Donc ensuite, quand on sort la bobine donc, qui était présente dans le déshumidificateur depuis plutôt longtemps, donc ça a largement pris donc, la température de destination donc, souhaitée. Donc quand je mets le boîtier à 50 degrés, il reste à peu près à 50 degrés sur l'indicateur qu'il met. Par contre, la température à l'intérieur du boîtier est beaucoup plus faible que ça. Quand je mesure sur la bobine, je tourne aux alentours plutôt des 30 degrés. Ensuite, j'ai voulu mesurer donc, les températures sur le boîtier donc, au niveau de la partie extérieure et intérieure. Donc là, on a des températures qui ne sont pas non plus aux alentours des 50 degrés, mais plutôt autour des 40-45 vraiment maximum. Mais on reste toujours en dessous de la température qu'on a définie au niveau de l'écran. Donc peut-être qu'il faudra augmenter un petit peu la température pour pouvoir avoir un meilleur résultat, sachant que la limite qui permette sur l'écran, donc en termes de température de consigne, c'est uniquement 55 degrés maximum, donc vous ne pourrez pas aller au-delà, au risque évidemment de détériorer votre bobine. Donc ensuite, il y a certaines personnes qui remontent par rapport à l'utilisation qu'ils faisaient du boîtier, qui préféraient donc pouvoir connecter évidemment un tube P2FE directement dessus. Donc pour ça, ils utilisaient un coupleur. Donc soit ils le vissent directement dans le petit trou, mais sincèrement, je le recommande absolument pas, parce qu'à peine vous bougez votre tube PTFE qui, lui, pourra appliquer une force assez importante là où vous vissez votre coupleur, vous risquez de casser ou au moins de détériorer votre couvercle en plastique transparent, ce qui est quand même relativement dommage. Je pense qu'il vaut mieux le préserver au maximum. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement mettre le coupleur à l'intérieur du boîtier, donc en faisant passer le tube PTFE par le trou et en le connectant donc à l'intérieur. Essayez de regarder des coupleurs qui ont une forme moins abrupte par rapport aux filaments, donc qui pourraient frotter et donc en fait mettre des petits copeaux de filaments au fur et à mesure dans le fond de votre boîtier, qui serait un petit peu dommage. Donc essayez d'en trouver un qui est un chanfrein, donc c'est un angle tout simplement à 45 degrés où vous avez votre E-tube qui rentre, et le but c'est d'avoir quelque chose de plus arrondi possible. Et un chanfrein c'est déjà toujours mieux, donc qui sera plutôt généralement à 45 degrés pour pouvoir faire rentrer votre filament déjà plus facilement
à la main, et également donc de pouvoir éviter d'user votre fil au fur et à mesure, parce que votre coupleur, je pense qu'il s'usera pas très rapidement, donc c'est pas lui qui va poser souci. Ensuite, on a les petites tiges donc, qui se trouvent à l'intérieur, on va pouvoir poser les bobines, ne sont pas sur roulement, en tout cas j'ai pas l'impression. On a quelque chose qui tourne plutôt bien, mais qui n'est pas sur roulement, donc c'est je pense une alternative que je préfère à l'utilisation de roulement, parce que tout simplement, le problème c'est qu'avec les roulements, votre bobine, si elle commence à être entraînée et qu'elle commence à se vider à l'intérieur du boîtier et que votre filament commence à devenir un peu lâche à l'intérieur, c'est vraiment pas génial je trouve. Donc je préfère avoir vraiment une résistance sur la bobine, quitte à ce qu'il y ait un peu de tension sur le filament et que ce soit l'extrudeur qui soit obligé de lui tirer un petit peu plus dessus, mais éviter que la bobine commence à s'emballer et évidemment puisse se vider toute seule, donc par rapport à évidemment une extrusion un peu rapide où on tire pas mal le filament. Ce serait un petit peu dommage de se retrouver dans je pense ce compromis-là plutôt d'avoir quelque chose sur roulement, contrairement à ce que certains pouvaient remonter par rapport à l'utilisation donc du boîtier. Ensuite, on n'a pas un boîtier qui est totalement étanche, mais on s'en rapproche quand même plutôt pas mal. Évidemment, il ne faut pas qu'il soit totalement étanche parce qu'il faut quand même que l'eau s'évacue, mais par rapport donc au pourtour et au-dessus, on a assez peu d'orifices, ce qui est quand même toujours mieux. Il vaut mieux quelque chose qui soit au-dessus, donc pour pouvoir évacuer l'eau qui va évidemment s'évaporer et donc monter vers le haut et pouvoir sortir par le petit trou prévu à cet effet. Donc maintenant, si on voulait comparer donc avec un petit Benchy l'état de notre bobine, donc déjà j'ai retrouvé un Benchy donc, qui datait de l'ouverture de la bobine, ou en tout cas quelques jours après, grand maximum. J'avais fait un Benchy il y a quelques mois quand j'ai voulu réutiliser la bobine pour faire je sais plus quel type de projet, là où on a un état qui est quand même assez déplorable par rapport au moment où j'ai ouvert la bobine, donc il doit dater d'il y a 2 ans je pense. Pour en être sûr, en fait, il vaudrait mieux regarder la vidéo avec le lion en PL à bois. Donc j'avais peut-être dû mettre un peu de temps à la sortir, la vidéo, mais globalement ça doit dater de, je pense, il y a quasiment ouais, au moins 2 ans pour cette bobine-là. Donc si on le compare avec le Benchy donc, que j'ai fait il y a quelques mois, déjà on voit que l'état s'est quand même plutôt pas mal détérioré. Ensuite j'ai fait un Benchy juste avant donc, de mettre la bobine dans le boîtier et d'essayer de le déshumidifier, et un juste après ou pendant, parce qu'en fait j'ai laissé donc la bobine dans le boîtier pour pouvoir tirer le filament directement de l'intérieur en laissant évidemment toujours le cycle de chauffe pour que l'eau s'évacue pour pouvoir tester. Donc j'ai un résultat qui est quand même assez mitigé en termes d'aspect visuel. Donc par rapport au Benchy donc, qui est sorti et celui que j'ai fait juste avant la déshumidification, sincèrement je vois quasiment pas de différence, ce qui est quand même relativement dommage. Donc après, il faut quand même se dire que c'est pas non plus une solution miracle. On va pouvoir retirer l'humidité qui se trouve dans la bobine, mais peut-être qu'elle a déjà été trop déformée, qu'elle a pris trop d'humidité, qu'elle a déjà eu, j'allais dire, atteint un certain point de non-retour, où on a eu trop de modifications de ses propriétés, pour pouvoir revenir en arrière tout simplement en la déshumidifiant dans un boîtier comme celui-ci. Mais je pense que ça va être pas mal pour pouvoir maintenir des bobines qu'on a, auxquelles on tient, je sais pas moi, des bobines qui sont un peu plus chères, de bonne qualité ou je ne sais quoi, pouvoir les maintenir un petit peu plus longtemps dans la durée, donc d'essayer de les humidifier un petit peu de temps en temps au fur et à mesure, de les mettre évidemment quand vous allez vouloir imprimer, parce que comme je le disais, je pense que le principe de déshumidification fonctionne surtout sur les bouts de filaments qui sont plutôt sur l'extérieur de la bobine, assez difficilement vers l'intérieur, même si on a des supports qui ont des orifices sur lesquels pourrait éventuellement se dégager donc l'humidité. Donc par rapport au PL à bois que j'ai utilisé, le rendu, comme je disais, était un petit peu mitigé. Par contre, on a quand même, je pense, un intérêt pour des bobines pour les maintenir dans un bon niveau de qualité. Donc là où on n'a pas pris trop d'humidité, où le point de non-retour n'a pas été atteint, essayer de garder quelque chose qui soit quand même relativement correct, c'est quand même plutôt pas mal. Surtout que j'ai utilisé donc pour tester vraiment le cas le pire, je pense, le PL à bois, en tout cas pour les PLA, ça doit être quasiment le pire, celui qui absorbe peut-être le plus l'humidité. Donc utiliser un PLA assez classique, peut-être que ça fonctionnera mieux. Après, on pourra éventuellement tester avec du PETG ou d'autres types de bobines. Donc je dirais pas tout de suite que ça n'a aucune utilité. Clairement, je pense que ça en a une. L'effet n'est peut-être pas suffisamment efficace assez rapidement. Donc il faut peut-être augmenter la durée, essayer de trouver un système pour pouvoir absorber donc l'humidité qui se trouve dans le boîtier, donc éventuellement avec des petites billes de silice. Donc c'est des choses que je vais tester sur la durée.
Et je referai, je pense, un petit retour, une petite vidéo d'ici peut-être quelques mois, le temps d'avoir bien retesté la solution, d'avoir dessiné évidemment les petites parties que j'ai déjà un petit peu imaginées, que je les ai testées et que je puisse avoir éventuellement un résultat qui soit satisfaisant et quelque chose à vous montrer d'intéressant. Donc j'ai prévu de faire d'autres vidéos sur le sujet de la déshumidification des bobines. Donc j'ai déjà quelques idées qui sont prêtes, certains trucs qui sont prêts depuis au moins un an et demi que j'ai toujours pas fait. Il y a vraiment trop de vidéos que j'ai envie de vous proposer, c'est un peu compliqué de pouvoir tout vous faire. J'espère que le confinement pourra aider éventuellement à essayer de rattraper un petit peu de ce retard virtuel, en tout cas sur ma to-do list qui grandit beaucoup trop vite par rapport à ce que je peux fournir derrière. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas actuellement, parce que sur les outils de déshumidification, j'en ai quelques-uns en tête où je pense qu'ils pourraient être vraiment très efficaces. Alors je sais pas s'ils pourront sauver notre pelle à bois, qui a un prix un petit peu cher avec les années, mais on pourra peut-être quand même avoir quelque chose qui sera vraiment efficace pour toutes les autres bobines qui ne sont pas irrattrapables comme celle-ci. Donc si vous n'êtes pas abonné, je pense que c'est vraiment le moment de le faire. D'ici, allez, peut-être quelques semaines, quelques mois, grand maximum, ces vidéos pourront sortir et on pourra donc tester vraiment. Bon, j'en dis pas plus, mais je pense que ça peut vous intéresser. Donc voilà, je pense que ce sera à peu près tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!